Bonjour. Je vais commencer juste par une petite introduction qui n'était pas prévue, mais que je me sens invitée à faire par le travail de Chorin. Je vais parler d'inceste. Je vais parler d'inceste depuis un corps qui ne dort pas depuis 15 jours, parce que je suis en pleine période de levée d'amnésie. Je vais parler d'inceste depuis un corps qui est habité par une psyché qui sort d'une séance de psy de 2 heures. Donc je suis très émue. Et il est possible que ce que je vais dire vous émeuve aussi, provoque des choses, et je voudrais que vous vous sentiez autorisé à sortir éventuellement si vous en avez besoin, et que personne ne se sente jugé pour ça. Et je vais dire aussi que je n'ai pas, ne dormant pas, ces jours-ci, mais travaillant beaucoup néanmoins, je n'ai pas eu le temps d'écrire mon intervention, donc je vais l'improviser à partir de quelques notes. Donc il est possible qu'elle soit foutraque, qu'elle ne soit pas finie, qu'elle ne conclue sur rien, et je vous demanderai de me pardonner pour ça. Merci. Alors, je suis en plus émue parce que il se trouve que je connais Elsa. En fait, on s'est connus il y a 25 ans, je crois, à peu près. Elle était doctorante et j'étais jeune étudiante. Et nous nous sommes rencontrés dans un groupe activiste qui s'appelait ARG. Et Elsa ne le sait peut-être pas, mais je lui dois mon activisme. Elle m'a beaucoup inspirée. Et puis ensuite, Elsa a sorti sa thèse en livre, je crois, c'est ta thèse, ouais. La matrice de la violence, de la race, pardon. Voilà. Nos chemins se sont séparés, mais j'ai acheté son livre. Et j'ai une histoire de violence à raconter à partir de ce livre. Moi ensuite quand on s'est rencontrés, j'étais étudiante en philosophie et je suis rentrée aux Beaux-Arts de Paris. Et donc j'ai acheté le livre d'Elsa, je l'ai dévoré, je l'ai annoté comme j'annote tous mes livres. Et à l'époque, j'étais alors pas du tout consciente d'avoir vécu des violences, mais vraiment pas. J'étais dans un environnement qui était vraiment rempli de prédateurs sexuels en tout genre, les Beaux-Arts de Paris, notamment dans l'amphi de morphologie, où il y avait un prédateur en puissance qui était prof depuis des années et que j'admirais beaucoup et à qui j'avais parlé du livre d'Elsa et je lui ai même prêté. Et il me l'a volé, donc je n'ai jamais récupéré mes annotations de cette époque-là. Et il me l'a volé le jour où en plus il m'a proposé un plan échangiste. Voilà. Donc j'ai racheté la matrice de la race il y a quelques années, je l'ai réannoté. Et en fait, à l'époque, j'avais vraiment suivi le travail d'Elsa parce que il se trouve que j'étais déjà travaillée par la violence, je ne savais pas pourquoi. C'était un sujet qui me préoccupait beaucoup et je ne comprenais pas pourquoi il me préoccupait. Donc j'essayais d'en comprendre quelque chose à partir de ce qui m'était donné à l'époque. C'est une époque où le mot féminisme, moi j'étais aux Beaux-Arts entre 2004 et 2009. Donc c'est 2004, Judith Butler n'était même pas traduite en France. Internet n'existait pas. Donc on n'avait pas, c'était difficile de savoir, de trouver sur quoi s'appuyer pour penser la violence notamment. Et donc à l'époque, on m'abreuvait de grands penseurs, on m'abreuvait de grands maîtres, de Picasso par exemple. Et je m'étais convaincue qu'en fait, la violence était quelque chose de nécessaire et que, après tout, peut-être que... alors j'avais tout à fait conscience d'être en position un peu délicate aux Beaux-Arts de Paris en tant que jeune femme. Je voulais être peintre en plus. Et donc j'avais décidé de peindre du nu masculin. Pour moi, c'était un geste féministe de retournement de quelque chose. Donc je peignais des nus masculins et pour cela je recrutais des modèles que je faisais venir chez moi qui se dénudaient et j'avais tout à fait conscience en faisant ça de créer une situation un peu particulière, voire dangereuse. Pour moi c'était une sorte d'acte de résistance qui consistait à reprendre le pouvoir là où on nous l'avait toujours pris, puisque j'étais la peintre et ils étaient les modèles. Par contre, évidemment, la répartition des genres n'est pas symétrique.
Donc être la peintre face à un modèle, c'est un petit peu différent d'être une modèle, ou un peintre plutôt, pardon. C'est un peu différent d'être un peintre face à une modèle. Et donc il arrivait que les modèles soient en érection, il arrivait qu'ils soient pressants. Le fait de me refuser systématiquement à eux, pour moi, c'était une reprise de pouvoir. Et j'avais un peu l'impression à l'époque de faire une sorte de... Comment dire ? Je me disais, bon, ben, la violence est là, il suffit d'être du bon côté, quoi. Et donc, pour moi, être violente avec mes modèles, c'était une manière de composer avec la violence. Et je me disais, après tout, peut-être que Picasso avait raison de se penser en Minotaure. Eh bien, on ne va pas jeter Picasso aux orties et on va être des Minotaures femmes. Et donc, finalement, j'en étais arrivée à une conclusion assez... Enfin, j'avais absorbé ce qu'on m'avait appris à absorber, à savoir que il y a une logique sacrificielle dans la société qui consiste à accepter que certains soient sacrifiés sur l'autel de l'ordre des choses. Et ben, il suffit d'être du bon côté. Et tant pis pour les sacrifier. Alors cette pensée, je l'ai eue pendant très longtemps. Et puis en 2019-2020, j'ai vécu ce qu'on appelle une sortie d'amnésie traumatique que j'ai racontée sur mon compte Instagram. Enfin, qui est devenu mon compte Instagram, puisqu'à l'époque, je ne savais pas que j'étais en train de créer quelque chose qui allait devenir un compte Instagram de Cécile C où je parlais de ma sortie d'amnésie. Mais en tout cas, j'ai documenté sur Instagram, en dessin et en mots, ce que je vivais. En fait, cette sortie d'amnésie, elle a été évidemment assez brutale et en même temps très lente, puisque, comme je vous disais, elle ne cesse de se produire. C'est un processus très long quand on le vit. Mais disons que la porte s'est ouverte, et la porte s'est ouverte sur un vide. Je suis tombée très longuement. Mais l'avantage très important, c'est que à partir du moment où je suis tombée alors j'ai eu la chance de tomber dans une période qui correspondait à MeToo inceste, et donc je suis tombée avec beaucoup de monde. Et nos paroles se sont fait écho, et ça m'a permis d'avoir accès, c'était pas 2004 pour le coup, mais ça m'a permis d'avoir accès assez facilement à tout un tas de documents, à tout un tas de pensées et de témoignages qui m'ont aidé à penser ce que je vivais. Et donc assez rapidement, j'ai trouvé un sol à partir duquel j'ai pu commencer à avancer. Et donc, je dirais que ce sol, ça a été quand même beaucoup Le berceau des dominations, un livre de Dorothée Ducy qui est intervenu l'an passé ici. Et de comprendre que l'inceste était le berceau des dominations, en fait, ça m'a donné une boussole. Et j'ai enfin cessé d'être une sorte de lapin dans les phares qui comprenait rien à la violence et qui essayait de la comprendre en captant par-ci par-là des bouts de pensée. Je veux dire, avant ma sortie d'amnésie, je savais jamais quoi penser des choses. J'étais toujours en train de... Voilà, je m'interrogeais en permanence sur ce qu'il fallait penser. D'ailleurs, j'avais cette idée qu'il fallait penser certaines choses. Et à partir du moment où j'ai compris la violence que j'avais subie, eh bien, j'ai eu une boussole pour avancer, puisque j'ai commencé à avancer depuis un socle. Tout ça pour dire que c'est à partir de ce socle que je voudrais revenir sur l'affaire Mazan, enfin le procès Mazan, et revenir sur un certain nombre de choses qui en ont été dites et avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je voudrais juste... Est-ce que je peux sortir le micro ? Parce que il me gêne en étant... Ouais. Voilà, pardon, mais je suis plus à l'aise, comme ça je peux lire mes notes. Ah oui. Ah yes. Donc ce avec quoi je ne suis pas d'accord concernant le... Bon, ben, avec tout ça, j'ai oublié de vous montrer les photos que je faisais quand j'étais aux Beaux-Arts. C'est pas très grave, je vous les montrerai à la fin éventuellement. Donc, je voudrais revenir sur l'idée que le procès Mazan aurait été un tournant féministe.
Et je vais essayer de m'expliquer pourquoi je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Je pense que cette idée, c'est une sorte de mystification qui ne sert qu'à maintenir l'ordre social incestueux et colonial dans lequel nous aspirons tous et toutes, malgré nous, à rester. Quand je dis ordre social, évidemment, je dis ordre social hiérarchique, hétéronormatif, raciste, sexiste, validiste, spéciste, fondé sur la loi du plus fort et l'écrasement des subalternes. Et cet ordre social me semble si puissant qu'il est en constante recomposition. Et je pense que nous devrions être très méfiants et méfiantes quand il se recompose. Le fait que la culture de l'inceste soit le berceau des dominations, je pense que c'est une proposition extrêmement forte de Dorothée Ducy qu'il importe de prendre très au sérieux et de l'intégrer à toutes nos analyses, qu'elles soient féministes, décoloniales, antivalidistes, etc. Et pour moi, la figure qui correspond le mieux à cet ordre social, c'est celle de l'hydre. Et je crois que quand nous disons que Mazan était un tournant, nous nous réjouissons d'une tête coupée, mais nous nous faisons avoir par cette tête coupée. Cette tête coupée de l'hydre, c'est nous avons gagné, c'est vrai, l'idée que le viol est banal. Et accessoirement que le consentement est quelque chose d'important qui définit le viol. Enfin, l'absence de consentement, bien évidemment. Mais dans tout ce qui a accompagné cette idée que le viol est banal et qu'il serait défini avant tout par l'absence de consentement, il y a d'autres idées qui sont allées avec, dont le not all men, but, c'est-à-dire que tous les hommes seraient potentiellement des violeurs. J'ai adhéré à cette idée pendant longtemps. Elle est assez séduisante, vu mon expérience. Mais je crois qu'en fait, le premier leurre vient du fait que quand on dit que cette idée permet de sortir de la figure du monstre, en vérité, nous n'en sortons pas. Simplement, nous disons que tous les hommes potentiellement sont des monstres. Donc c'est une sorte d'élargissement du domaine du monstre qui, conséquemment, innocente en regard les femmes blanches, valides, bourgeoises, adultes, incarnées par Gisèle Pelicot. À mon avis, ce n'est pas un hasard du tout si Gisèle Pelicot a été déclarée femme de l'année par le Times, icône par le monde entier. Elle a la dignité pour elle, elle a la parole autorisée et elle a les preuves. Si l'on se souvient bien, d'autres victimes de procès célèbres n'ont pas eu cette chance. Je pense à Nafissatou Diallo, la victime de DSK, à Théo Louaka, le Théo que l'on connaît qui a été victime de violences policières, qui a été victime d'un viol qui n'a jamais été nommé comme tel. Je pense à Caroline Darian, sa fille, qui n'a pas de preuves. Et je pense aussi à Dominique Pelicot, qui a témoigné d'avoir vécu un nombre incalculable de violences dans son enfance, mais à qui on n'a pas accordé la moindre importance ou crédit à ce qu'il a dit quand il a parlé de ça. J'ai conscience de dire quelque chose qui est choquant. Je vais essayer de développer. Donc je vais développer en essayant d'expliciter ce qui pour moi donc est au cœur de tout ça, à savoir l'inceste. Et je vais essayer d'expliquer ce que j'entends par inceste et qui selon moi a été le fil rouge du procès Mazan, mais qui est en vérité le fil rouge de beaucoup de procès, un fil rouge qui n'est jamais nommé, qui est toujours transparent et dont la transparence même permet de maintenir justement l'ordre social dont je parlais. Donc au cœur du procès Mazan, on a eu les récits de beaucoup d'accusés, dont Dominique Pelicot lui-même, qui a raconté... Alors là, comme je vous disais, j'ai pris des notes, j'ai pas eu le temps de tout vérifier, donc malheureusement c'est capté, je vais peut-être dire des bêtises qu'il faudra un petit peu rectifier, mais elles ne sont pas très loin de la vérité. Donc de ce que j'ai retenu, Dominique Pelicot
a eu une enfance avec un père qui, si je crois me souvenir, sa mère avait eu d'autres enfants avec le frère de son père, donc on est déjà à fond dans l'inceste. Ses parents avaient adopté une petite fille handicapée. Donc là, on a également 2 marqueurs très forts de l'inceste qui s'abattent toujours sur les victimes sur les personnes les plus vulnérables dans les familles. Et là, une petite fille adoptée plus handicapée, c'est une cible privilégiée. Et de fait, le père de Dominique Pellicot, à la mort de la mère de Dominique Pellicot, s'est mis en concubinage avec cet enfant. Et par la suite, Dominique Pellicot a expliqué qu'il avait été violé enfant par un infirmier sur son lit d'hôpital et forcé à participer à un viol collectif. De tous les accusés du procès Mazan, 13 ont témoigné avoir vécu des violences sexuelles dans l'enfance. Aucune information judiciaire n'a été ouverte pour tous ces témoignages. Et parmi tous les autres qui n'ont pas témoigné avoir vécu de violences sexuelles, ils ont tous dit, plus ou moins, avec des mots un peu différents, avoir vécu auprès de pères un peu sévères. Alors, un peu sévère, c'est ce qu'on dit pour des tyrans domestiques. Donc, qui n'a pas vécu avec des tyrans domestiques n'a aucune idée de ce que ça veut dire un père un peu sévère. Mais en fait, c'est tout ce que la société autorise à dire de ces pères qui sont en vérité de véritables tyrans. Puisqu'en fait, la société normalise en permanence la violence domestique. Et il est quasiment impensable pour qui n'a pas fait un travail sur soi, pour qui n'a pas eu des outils d'étayage thérapeutique, intellectuel, de comprendre que ce qu'il ou elle a vécu dans l'enfance, ça n'était pas un père un peu sévère, mais c'était de la véritable violence. Et là, je parle depuis ma position d'ancienne petite fille qui commence tout juste à réaliser à quel point les coups qu'elle recevait n'étaient pas quelque chose de banal et à quel point les insultes qu'elle a reçues en permanence l'ont construite d'une manière extrêmement fragilisante. Donc là, c'était pour ce que les accusés ont témoigné. Il y a aussi ce que Dominique Pellicot a fait à sa famille, ce qu'il a fait à sa fille. Donc il a ouvert un dossier dans son ordinateur marqué « Ma salope de fille », dans lequel on n'a retrouvé aucune photo, bien évidemment. Il a filmé sa fille et ses belles-filles à leur insu. Il a joué au docteur avec son petit-fils. Il a fait du chantage à ses petites filles. Tout ça a été commenté de manière extrêmement anecdotique. Parce que ce que la société a comme idée de l'inceste, encore aujourd'hui, c'est que l'inceste, c'est du viol et c'est une histoire entre 2 personnes. Or, l'inceste, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que l'inceste n'est jamais une histoire entre 2 individus. Ça n'existe pas. S'il y a un viol incestueux dans une famille, c'est que toute la famille est contaminée par des réseaux de relations absolument incestueux. Et l'inceste est bien autre chose que du viol. Et le viol n'est que, on va dire, la partie émergée de l'inceste. Émergée quand il émerge, c'est-à-dire que la plupart des victimes d'inceste n'ont aucune idée d'avoir été victimes d'inceste puisqu'elles sont dans l'amnésie. Et l'amnésie, c'est quelque chose dont on accepte de parler en disant ça existe, maintenant on sait que ça existe, mais on ne fait jamais le lien entre le fait que l'amnésie existe et le fait que du coup les chiffres que nous avons sont absolument faux, c'est-à-dire qu'on continue à dire que l'inceste concerne un enfant sur 10 et 160 000 enfants, mais ces chiffres ne tiennent pas compte de l'amnésie des personnes interrogées qui ne sont pas là pour témoigner, enfin qui ne peuvent pas témoigner. C'est-à-dire que si moi on m'avait demandé il y a 10 ans si j'avais vécu de l'inceste, j'aurais dit non. Les chiffres d'ailleurs font aussi l'impasse sur le fait que l'inceste conduit à des comportements risqués qui sont là pour témoigner de la violence subie et pour la dire d'une manière possible, c'est-à-dire métaphorique. Et ces comportements amènent à des morts précoces, à des suicides qui ne sont jamais, c'est-à-dire que les morts ne sont jamais là pour témoigner avoir vécu de l'inceste. Et puis l'inceste, comme tout le reste, comme toutes les formes de violence, est l'objet d'un déni massif, social, familial. Et donc, même quand on a le souvenir des violences, être capable de nommer ça inceste lors d'une enquête, c'est pas chose aisée. Et donc, les chiffres que nous avons font l'impasse sur tous ces éléments. Et aussi sur le fait que
l'inceste marginalise et que donc, par exemple, on sait que parmi les gens qui vivent à la rue, la moitié sont des enfants de l'ASE. Ça veut dire que cette moitié-là sont des anciennes victimes d'inceste, et probablement que parmi les autres aussi, on a 100% de victimes d'inceste et de violences sexuelles dans l'enfance. Alors si c'est pas du viol et si c'est pas une histoire entre deux individus au sein de la famille, qu'est-ce que c'est l'inceste ? Eh bien, je m'inscris vraiment dans le sillage de Dorothée Ducy qui pense l'inceste comme un système. Et en fait, l'inceste, c'est un fonctionnement familial dans lequel les enfants appartiennent littéralement corps et âme à leur famille. Comme ils appartiennent à leur famille, eh bien, ils n'ont aucune existence autonome. Ils n'ont pas le droit de penser en dehors du récit familial et du roman familial. C'est un apprentissage érotisé de la violence. Et comme il est érotisé, il est aussi romantisé. Et donc, cette douceur de la violence incestueuse contribue au fait que c'est impossible de la penser quand on est à l'intérieur. Et donc, c'est de la domination incorporée dès le berceau, pour reprendre encore une fois les mots de Dorothée Ducy. Je vais accélérer. J'avais prévu de faire un petit développement sur l'inceste et l'incestuel, mais je le garde pour les questions, si jamais vous avez des questions. Et je vais revenir sur... donc, une fois qu'on a compris que l'inceste n'était pas simplement une histoire de viol, eh bien, on peut comprendre que ça n'a aucun objet de se demander si Caroline Darian a été incestée par son père, puisqu'elle l'a été, évidemment. C'est sous nos yeux. Vivre avec un père pervers qui fait violer sa mère dans son propre lit, c'est vivre dans une famille incestueuse, c'est donc être victime d'inceste. Le simple fait que son père ait créé un dossier s'appelant Ma salope de fille en fait de lui un père incestueux et fait donc de Caroline Darian une fille victime d'inceste. Il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui sont des sortes de red flags dont je commence à faire la collection dans ma tête, qui sont tout un tas d'éléments qui relèvent donc de ce qu'on aurait tendance à appeler... Je vais quand même faire mon petit développement sur l'incestuel, pardon. C'est important. En fait, donc, en dehors du viol, on a tendance à appeler incestuel tout ce qui relève de l'inceste, mais qui n'est pas du viol. Ce qui fait que quand on vulgarise cette notion d'incestuel, on va dire c'est l'inceste sans passage à l'acte. Alors moi, je m'oppose absolument à cette définition d'incestuel, parce qu'elle est très commode. Elle permet de réserver l'inceste à quelque chose de grave qui est le viol, et de dire qu'il y a un inceste moins grave qui serait l'incestuel, ce qui fait que dans ma famille, tout le monde est d'accord pour dire que toutes les violences que je décris ont réellement existé, mais c'est pas grave vu que c'est l'incestuel. Or, souvent, l'incestuel, ça n'est jamais que le nom qu'on donne aux violences dont on se souvient, puisque les violences les plus graves, les plus intrusives, surtout quand elles ont été commises très jeunes, eh bien, on ne s'en souvient pas. Donc souvent, l'incestuel, enfin ce qu'on nomme incestuel, n'est simplement que le signe qu'il y a eu aussi des viols. Et donc, pour l'incestuel, c'est un mot qui a été théorisé par un psychanalyste qui s'appelle Paul-Claude Racamier, qui est aussi le psychanalyste qui a été théorisé la notion de pervers narcissique. Et je pense que c'est pas un hasard. Alors oui, c'est un psychanalyste, mais dans son livre, on a des concepts très opérants pour penser et politiser en fait l'inceste. C'est pour ça que j'utilise ces termes à lui. Et donc, quand il écrit son livre qui s'appelle L'inceste et l'incestuel, d'abord, il n'écrit pas un livre qui s'appelle L'incestuel. Ça n'a aucun sens. L'incestuel ne peut se penser sans l'inceste, et l'inceste ne peut se penser sans l'incestuel. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il étend le domaine de la gravité de l'inceste à tout, justement, ce qui est autre que le viol. Et le concept le plus important de son livre, c'est la notion d'exhibé caché, c'est-à-dire qu'il explique que l'inceste s'exhibe toujours devant nos yeux, mais du fait qu'il s'exhibe, nous ne le voyons pas. L'exemple le plus parlant, c'est Gainsbourg, qui écrit sa chanson Les Mon Inceste en disant l'amour que nous ne ferons jamais ensemble, et du seul fait qu'il a écrit jamais, tout le monde s'est crié qu'il n'est pas incestueux. C'est ça l'exhibé caché. Et donc l'exhibé caché, c'est précisément ce qui explique comment Gisèle Pelicot, qui elle aussi donc était prise dans cette famille incestueuse, n'a pas vu les violences. Alors quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que Gisèle Pelicot est coupable des violences qu'on lui a fait subir, bien évidemment, je ne suis pas une meuf de droite.
Je ne diminue pas non plus tout ce que j'ai dit avant sur les violences vécues par Dominique Pellicot ne me font pas penser que ce qu'il a commis est moins grave. Je ne suis pas en train de le disculper. Je suis en train d'essayer de comprendre et d'expliquer. Et donc, beaucoup de commentateurs ont repris en chœur l'étonnement de Gisèle Pellicot. Comment, après 50 ans d'un mariage heureux, n'a-t-elle pas vu Et donc, la conclusion, c'est que on ne peut pas savoir. C'est pas ma conclusion, hein, mais c'est l'idée qui a été colportée. On peut jamais savoir. Tous les hommes sont potentiellement des violeurs, y compris ceux avec qui on a été en couple heureux pendant que 50 ans. Cette idée qui a été largement répandue, en fait, elle vient de l'ignorance crasse de ce que c'est qu'une famille incestueuse, parce qu'il ne peut pas y avoir d'inceste sans tout un tas de pratiques corporelles, psychiques, des habitudes, des petites gymnastiques familiales, pour fermer les yeux sur les violences. Et donc, en fait, quand on lit les livres de Caroline Darian, quand on écoute les interviews de la famille, on se comprend que Dominique Pellicot était un tyran domestique. Il piquait des colères inopinées, brutales. Mais tout le monde s'accommodait de ça et continuait à jouer la parfaite petite musique de la famille Ricoré. Mais il y avait eu des alertes. Par exemple, une belle-fille avait surpris Dominique Pellicot en train de se masturber dans le salon. Cette alerte avait été donnée à Gisèle Pellicot, qui n'en avait rien fait. Il y avait les violences économiques de Dominique Pellicot à l'encontre de Gisèle et de sa fille. Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de chercher à individualiser la culpabilité sur Gisèle. Je dis juste que nous devons apprendre à regarder, à repérer collectivement, en tant que société, les signes qui montrent qu'une famille est dysfonctionnelle et qu'une famille abrite l'inceste. Si on le fait, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de familles qui abritent l'inceste et qui sont dysfonctionnelles. Et c'est ce qui est précisément vertigineux et qui fait qu'on n'a pas envie de le faire. C'est pour ça que je disais qu'on a collectivement envie de rester au sein de la société dans l'ordre tel qu'il est. Mais je le redis, Gisèle Pellicot n'a pas été différente des mères incestueuses de toutes les familles incestueuses. Il n'y a pas de mère non incestueuse dans une famille incestueuse, ça n'existe pas. En dehors des mères révolutionnaires que sont les mères protectrices, c'est-à-dire celles qui, une fois qu'elles ont ouvert les yeux, iront jusqu'en prison pour défendre leurs enfants, parce qu'on leur fera payer le prix de leur sortie d'hétéropatriarcat. Et c'est pour ça que Gisèle Pellicot, aujourd'hui, dit à sa fille qu'elle ne la croit pas quand Caroline Darian lui dit qu'elle a été incestée. En quoi Gisèle Pellicot n'est absolument pas différente de la plupart des mères incestueuses. Et quand je dis incestueuse, je parle du système inceste. Ça ne m'intéresse pas à savoir si Gisèle Pellicot a mis ses doigts quelque part dans le corps de sa fille ou d'un de ses enfants. Une fois qu'on a compris l'inceste comme ça, en fait, on est obligé d'arriver à l'idée que, avec le système inceste, il y a des victimes qui ne sont pas innocentes et des bourreaux qui sont aussi des victimes. Et donc on est obligé de remettre en question la dichotomie entre victime et bourreau, qui est celle qui précisément a été maintenue de toute force dans les commentaires du procès. Cette dichotomie ne tient pas déjà pour une raison, c'est que 30 à 40% des violences sexuelles commises sur des enfants le sont par d'autres enfants. 30 à 40% des violences sexuelles commises sur des enfants le sont par d'autres mineurs. Évidemment, quand on est mineur et qu'on agresse un autre enfant, on n'est pas un bourreau. Néanmoins, on a fait une victime. Ce qui me fait dire que victime n'est pas une identité, c'est une position dans un dispositif précaire et éphémère, ou parfois durable, et que c'est ainsi que nous devrions comprendre ce que c'est que la violence, ce que c'est que la violence qui engendre des victimes et qui crée des agresseurs. J'hésite, je vais essayer d'accélérer, il me reste 5 minutes. Je vais faire un petit détour par un autre procès, c'est celui de Dabia Benkiret, qui est la meurtrière de la petite Lola. On a ici le meurtre d'une petite fille de 12 ans,
avec sévices par une femme de 24 ans. Je ne vais pas détailler les sévices. Donc on a le meurtre d'une petite fille par une jeune femme à peine sortie de l'enfance. L'histoire de Dabia Ben-Kired, c'est l'histoire d'une petite fille qui a été violée par ses tantes, violée par un voisin, violée par un cousin, violée par ses conjoints, prostituée par ses tantes et par ses ex. Violentée par son père, et d'après ce qu'elle décrit des violences qu'elle a subies, je pense qu'elle a été incestée par son père. Et donc, cette femme qui a subi, là j'ai fait une petite liste rapide en 5 minutes, il faudrait avoir un peu d'imagination, et ce que ça signifie être une petite fille qui a vécu tout ça. Et cette femme a été décrite comme une femme en pleine possession de ses moyens, qui a commis un meurtre délibérément et qui est particulièrement sadique. J'ai interrogé une psychologue qui s'appelle Inès Gauthier, qui travaille quasiment exclusivement auprès d'auteurs de violences sexuelles, parce que j'étais vraiment très étonnée par les commentaires faits par les psys de tous les plateaux télé sur Dabia Ben-Kired. Et elle a partagé mon étonnement, parce que la froideur de Dabia Ben-Kired lors de son procès, son absence d'émotion et de réaction, le fait qu'elle se tape la tête contre les murs pour manger les murs quand elle est dans sa cellule de prison, tout ça relève, pour qui connaît un tout petit peu, et moi je ne suis pas psy, mais je connais un tout petit peu, relève de la dissociation. La dissociation, c'est un phénomène physiologique de coupure vis-à-vis des émotions, que toutes les victimes de traumatisme vivent. Alors, quand on a un traumatisme qui est ponctuel, par exemple un accident de voiture, la dissociation peut se résorber après le traumatisme, après l'événement. Quand on a un traumatisme complexe parce que nous avons vécu dans les violences de manière permanente depuis le berceau jusqu'à l'âge adulte, il arrive, et c'est mon cas par exemple, qu'on soit dissocié en permanence. C'est-à-dire que, c'est mon cas, je commence à recouvrir mes émotions, comme vous le voyez, mais j'ai vécu toute ma vie absolument dissociée. Et donc la dissociation, c'est un phénomène physiologique qu'on peut expliquer maintenant en termes neurologiques. C'est un phénomène qui permet surtout de survivre, parce que si on n'était pas dissocié, quand on vit des violences extrêmes, eh bien les hormones, enfin je ne suis pas psychiatre, donc j'oublie tout le temps, les hormones, en tout cas les trucs qui sont sécrétés par le cerveau, nous empoisonneraient et nous feraient littéralement mourir de peur. Donc c'est un phénomène de survie. Et la dissociation donc, produit une anesthésie littérale. Et quand on est anesthésié, l'avantage c'est qu'on ne ressent pas la douleur. Donc, quand on a été victime de traumatisme et qu'on a connu la dissociation, eh bien, ce qu'on va faire, surtout a fortiori si on est encore en contact avec nos agresseurs et les sources du trauma, on va rechercher cette dissociation de manière permanente ou régulière. Et donc, c'est là qu'on va adopter des conduites à risque, parce que les risques produisent de l'adrénaline qui procure un phénomène dissociatif, mais on va aussi consommer de la drogue, consommer de l'alcool, se scarifier, toutes sortes de choses qui amènent à un état d'anesthésie, d'absence de douleur, alors là je m'appuie sur les travaux de la psychiatre Muriel Salmona, et qui procure un effet comparable à celui d'une drogue. Et ce que dit Muriel Salmona, c'est qu'en fait, une des manières les plus efficaces de se dissocier, c'est de commettre des violences sur autrui. Et donc, elle va jusqu'à dire, faire le choix de la violence pour se dissocier, c'est une stratégie de survie. C'est quelque chose qui est particulièrement difficile à entendre, mais que nous devons entendre si nous voulons comprendre la fabrique des agresseurs. Et c'est précisément le titre du livre de Muriel Salmona, « Enrayer la fabrique des agresseurs ». Est-ce que j'ai encore 5 minutes, Elsa ? Oui, je crois que j'avais mis 35. Et donc, contrairement à Muriel Salmona, qui, elle, maintient dans son livre à la fois ce que je viens de dire et à la fois que la violence est un choix, je pense que la violence n'est pas un choix. Et les travaux d'Elsa nous permettent de comprendre que la violence
Alors là, je suis trop émue pour faire du Elsa Dorlin en 5 minutes, mais je vous renvoie à ses travaux. Et du coup, j'en arrive à ma conclusion. J'ai loupé des trucs. Je vais essayer quand même d'expliciter ce que je vais entendre par la violence n'est pas un choix. Selon notre position sociale, selon les oppressions qu'on vit, selon les discriminations que l'on vit, on aura plus ou moins le droit de se défendre. La violence que l'on pourra commettre sera plus ou moins domestiquée socialement, acceptée socialement. C'est pour ça que la violence des hommes est valorisée et même encouragée socialement. Mais si on est en bas de l'échelle sociale, si on fait partie des subalternes qui n'ont pas voix au chapitre et que l'on commet des violences, alors la vindicte sera absolument impitoyable. Et c'est bien pour ça que Dabia Ben-Kired a eu le droit à une peine exemplaire. J'aime bien citer Jean-Raphaël Bourges, qui est un sociologue à Paris 8, qui a écrit un article qui s'appelle « La violence pédophile au féminin, une figure impensable » et qui explique en fait que l'ordre du genre étant premier, la répartition genrée des rôles étant première dans l'hétéropatriarcat, on a absolument besoin de la figure du pédophile masculin pour maintenir cet ordre genré et réserver le foyer aux femmes et l'hégémonie de l'extérieur aux hommes. Puisque si les hommes sont potentiellement des pédophiles et des violeurs, vaut mieux qu'ils ne s'occupent pas des enfants. Mais ce faisant, on a aussi besoin, pour maintenir cet ordre genré, de minimiser la violence des femmes au sein du foyer, et donc de prétendre que la violence pédocriminelle féminine n'existe pas, et donc d'être incapable de la penser quand elle surgit, ce qui est le cas avec Dabia Ben-Kired, et éventuellement quand elle surgit de manière trop importante, c'est-à-dire quand on ne peut plus la nier, de faire sortir de la féminité les femmes qui en sont les autrices. C'est pour ça que Dabia Ben-Kired a été décrite comme une sorcière ou une étrangère, mais en tout cas pas comme une femme. Et ça me semble vraiment important, je vous avais dit que ce serait un peu foutraque, hein, mais ça me semble vraiment important de comprendre ça parce que dans l'inceste, les chiffres qui sont donnés par rapport à la violence, c'est 96% des violences incestueuses qui seraient commises par des hommes. Et je fais la technique que préconise Dorothée Ducy à la fin de son chapitre consacré aux chiffres dans son livre, la technique du doigt mouillé, puisqu'on n'a pas les chiffres. Mais je maintiens que ces chiffres sont absolument faux. C'est impossible, en fait, que seuls 4% des femmes dans les familles commettent des violences sur les enfants. C'est beaucoup plus. Quand je dis la technique du doigt mouillé, c'est-à-dire que quand on commence à parler de ça autour de soi, on va s'apercevoir que tout le monde a des histoires de violences sexuelles commises par des femmes dans sa famille ou dans des familles autour. Et ça, c'est important de pouvoir commencer à le nommer, parce qu'on ne sortira pas de la violence et du cycle infernal de la reproduction des agresseurs tant qu'on pensera que les seuls agresseurs sont des hommes, tant qu'on pensera que le féminin par essence est non violent, et tant qu'on sera donc incapable de prendre en charge les petits garçons qui ont été abusés par des femmes ou des grandes sœurs dans leur famille, tant qu'on leur fera aucune place. Et pour terminer, là c'est ma vraie conclusion, la célébration comme tournant dans un moment féministe du procès Mazan me semble non pas une victoire d'étape vers le long chemin de l'émancipation, mais une reconfiguration de l'ordre social autour du maintien de la binarité victime-bourreau. C'est ce que montrent les slogans tels que « Il faut que la honte change de camp » ou « 20 ans pour tous ». C'est ce que montre aussi l'agacement vis-à-vis des explications des accusés sur leurs enfances. Et il me semble que ce qui a importé dans le moment Mazan, c'est
le renforcement d'un système judiciaire qui n'est pas pensé pour réduire la violence, puisqu'il n'a fait aucune place, et il ne fait jamais d'ailleurs aucune place, aux violences racontées par les accusés, quand ils racontent des violences qu'ils ont subies avant. Alors, quand je dis aucune place, oui, je sais que l'extrême droite s'empare de ça pour... je ne suis pas en train de parler de ça, j'espère que vous m'avez comprise. Je parle du fait que, socialement, parmi les gens qui cherchent à lutter contre les violences et qui cherchent à lutter politiquement contre les violences, le discours des personnes qui ont commis des violences sur autrui, a fortiori sur des enfants, quand ils ou elles racontent ce qu'ils ont vécu, c'est inentendable, il n'y a aucune place pour ça. Et moi donc je crois que le fonctionnement du système judiciaire est là, non pas pour réduire les violences, mais pour les accentuer, parce qu'il faut bien des méchants à punir pour que les tenants de l'ordre apparaissent comme des chevaliers vengeurs. Quand 1/5 de la population a été violée dans l'enfance, il faut bien à peu près 1/5 de la population pour violer ses enfants. Alors oui, je sais que les agresseurs font plusieurs victimes, mais les victimes ont plusieurs agresseurs. Moi, j'en ai une dizaine ou une quinzaine à mon actif, dans l'enfance. Et on ne va pas mettre 1/5 de la population en prison, ça n'a pas de sens. Mais du coup, quand on célèbre les peines, les peines obtenues vis-à-vis des agresseurs et des pédocriminels, il me semble qu'on est davantage dans une logique sacrificielle, et on en revient à la notion de sacrifice. Une logique sacrificielle qui sacrifie habituellement toujours les mêmes. On sait qui va en prison. Mais qui est prête aussi à sacrifier, pour l'exemple, quelqu'un qui n'avait pas la gueule de l'emploi. Je parle de Dominique Pellicot, qui est un homme blanc de plus de 50 ans, bien sous tout rapport. Le nombre de preuves qu'il avait et la tête de sa victime ne permettait pas de l'exempter. Quand je dis la tête de sa victime, c'est-à-dire que sa victime n'était pas Nafissatou Diallo. Et donc, il me semble que la justice telle qu'elle existe aujourd'hui n'est jamais que le rite sécularisé de la vengeance divine, qui a besoin de son lot de mauvaises personnes pour exister en tant qu'entité supérieure détentrice du pouvoir de trier. Et je crois que c'est ça que nous devrions combattre. Merci.